En Afrique, vie communautaire et promiscuité sont le lot quotidien et incontournable des villageois. La structure compacte des villages favorise les conflits de voisinage. Pourtant, malgré jalousie et médisance, menaces et sortilèges, il faut vivre ensemble. Au Burkina Faso, chez les Gans, la musique et le chant contribuent à entretenir l'harmonie sociale et spirituelle, ou à la rétablir lorsqu'elle a été rompue. Aujourd'hui, comme par le passé, ces moyens de communication permettent à chacun de survivre et à la communauté de préserver un certain équilibre. Toutefois, les mutations sociales imposées par les grands bouleversements mondiaux ne pourront se réaliser avec sérénité si la culture traditionnelle fondatrice disparaît prématurément. Les Gans, une minorité ethnique de quelques milliers d'âmes, ont à leur tête un roi. Jadis à la fois chef politique et administratif, chef de guerre et chef spirituel. Aujourd'hui, compte tenu de l'organisation républicaine du Burkina Faso, l'administration, la justice et la défense sont assurées par l'État. Le roi, qui mériterait plutôt le titre de grand prêtre, demeure cependant le chef spirituel de la religion des esprits pratiquée par les Gans. Il est assisté dans cette tâche par une douzaine de responsables cultuels disséminés sur le territoire. Par-delà cette charge héréditaire, le roi, conscient de l'apport structurant de la tradition dans le développement, a fait de la préservation de la culture l'une de ses priorités. Rien ne se fait dans le pays Gan sans musique. Quand il y a la mort, c'est la musique. Même quand il y a la maladie, c'est la musique. Quand c'est des manifestations d'agriculture, c'est la musique. Tout est fait avec la musique dans le milieu Gan. Et cela est très 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 important parce que la musique, c'est l'élément qui éveille le sentiment, le sentiment de détresse, qui éveille le sentiment de joie. Vous voyez? Donc, elle est très importante dans la culture Gan. Et la perdre, c'est perdre la culture parce que vous ne pouvez pas imaginer que lors des funérailles, qu'il n'y ait pas de chant, qu'il n'y ait pas de danse. On ne peut pas imaginer cela dans le milieu Gan. Les Gans sont des cultivateurs à l'économie quasi-autarcique. Nombre de travaux collectifs sont accompagnés de musique instrumentale ou de chants visant à coordonner le geste, à stimuler l'énergie et à rendre l'atmosphère conviviale. Comme les Gans ne disposent d'aucun moyen mécanisé, les grands travaux champêtres sont assumés à tour de rôle par la collectivité. À la période des labours, chaque propriétaire terrien invite les forces vives de son entourage, ainsi que des musiciens. Après avoir terminé de labourer une parcelle et avant d'en entamer une autre, les cultivateurs lancent une clameur pour se féliciter de l'accomplissement d'une partie de leur tâche. À l'issue du labour, chacun se réjouit d'avoir accompli sa mission sans incident en frappant rythmiquement sa houe.
Le mil, plante hautement symbolique, est l'aliment de base des Gans. Son battage, tâche insurmontable pour un seul homme, est ainsi assumé dans la gaieté par la collectivité, chacun pouvant tour à tour proposer un chant et le conduire. À la fin d'une journée de labeur, les travailleurs sont invités par le propriétaire du champ à savourer la bière de mil, ciment de la convivialité. Autour d'une calebasse, on palabre, on s'enivre, on se réconcilie. Les femmes Gans extraient des noix de karité une matière grasse utilisée comme ingrédient culinaire et comme cosmétique. Pour rythmer le pilonnage, elles se stimulent en percutant un tambour d'eau en calebasse. Cette percussion au son grave est la seule qu'elles soient admises à frapper, les hommes ayant l'exclusivité du jeu des tambours à membrane. La pratique du chant collectif est démocratique, chaque femme pouvant proposer une pièce de répertoire illustrée par le chœur à l'aide d'une formule convenue ou selon l'inspiration du moment. Ces chants véhiculent toute une connaissance sur l'histoire du pays Gans et sur ses mœurs. Dans la société africaine traditionnelle, les rites initiatiques officialisent le passage du monde de l'enfance vers celui des adultes. Mais le véritable apprentissage de la vie sociale s'effectue au quotidien. Fréquemment dépêchés comme messagers entre les villages, les enfants acquièrent de bonne heure une solide connaissance de la topographie du territoire et de sa population. Les travaux collectifs, comme le damage, sont des facteurs de socialisation et, si la tâche peut sembler rude,
les enfants ont au fait de l'adoucir grâce à des chants qui à la fois les stimulent et les aident à synchroniser leurs gestes. Comme les travaux champêtres, la transformation des céréales s'effectue avec des moyens rudimentaires. La mouture est un moment privilégié pour apprendre ou se remémorer ces chants qui seront demain interprétés lors des fêtes de réjouissance. Le chant possède toujours, quelle que soit l'occasion pour laquelle il est interprété, un ou plusieurs objectifs immédiats et des vocations secondaires. S'il s'agit ici de rompre la monotonie de l'ouvrage, de se donner du courage et peut-être aussi d'échapper aux angoisses du quotidien, le chant contribue également à éduquer l'entourage. On pourrait regrouper les chants selon 3 catégories. Les chants historiques, retraçant les pages glorieuses ou douloureuses de la royauté, les chants moralisateurs, faisant l'apologie des bons usages et des bonnes mœurs, et les chants d'éloge, magnifiant tel personnage pour ses hauts faits ou son comportement exemplaire. La structure de la plupart des formes musicales est à l'image des activités de la société Gan, dans lesquelles domine la répétition du geste. Répétition indispensable à la survie, faute de moyens mécanisés. Musique cyclique, jeux répétitifs, autant d'éléments ludiques qui contribuent à construire des êtres capables d'accepter ce qui constituera leur quotidien tout au long de leur vie. La routine. La musique de l'arc-à-bouche est très appréciée lors des moments d'oisiveté. Les enfants aiment se regrouper autour du musicien et s'adonner au jeu de cache-cache, où il s'agit de retrouver une bague ou un bracelet. Sur son arc-à-bouche, le musicien narre des textes dont la signification échappe aux enfants, à moins qu'il ne décide, comme c'est bien souvent le cas, d'alterner chant et jeu instrumental. En collectivité, pour entretenir l'harmonie sociale, le spectateur apprend à devenir acteur. À ce jeu, ce sont souvent les plus rusés qui mobilisent le plus longtemps le tourniquet. Mais chacun sait faire preuve de patience, de tolérance, de beaucoup d'humilité, même vis-à-vis de la différence. Donner et recevoir du bonheur. Une recette qui, ici comme ailleurs, semble faire miracle. Le soko est un jeu féminin plébiscité pour les sensations physiques qu'il procure, pour son caractère convivial
et peut-être aussi pour la confiance ainsi mise à l'épreuve. Il s'accompagne de chants aux thèmes variés, où il est question de mariage, de mœurs, de morale, ou encore de revendications identitaires. Ainsi, la musique et le chant, au travers des travaux collectifs et du jeu, contribuent à renforcer les liens entre les villageois, qui doivent partager la promiscuité, parfois avec des êtres indésirables, tout au long de leur vie. Mais même dans les cas extrêmes, la société Gan préfère l'intégration à l'exclusion. Nous avons beaucoup de cas de sorcellerie. On dit un tel a mangé l'âme de l'autre. Mais si vous l'excluez, eh bien, vous ne le guérissez pas. Au contraire, vous le rendez libre de faire ce qu'il veut. Oui. Voilà ce que la culture cherche, c'est l'harmonie. L'harmonie de mettre tout le monde en confiance. Des fois, nous connaissons des gens qui sont mauvais dans la société, mais on ne les exclut pas pour autant. Oui. Des fois même, ils sont nécessaires dans la société. Vous ne riez pas, hein? Il faut rire. Attirez-la quoi? Go! Keita! 4-0-0. C'est bien. Ya mukure karaka o shere monoba forma o na banyana na mumpisi ka o shankutare natari bani ki uru orwa shanku ha. Cette quête de l'harmonie passe bien entendu aussi par l'éducation. Avant l'émergence de l'école républicaine, prévalaient les textes de tradition orale. Proverbes et devinettes aiguisaient le discernement, développaient la mémoire. Les énigmes offraient à chacun l'occasion d'argumenter autour d'un problème posé de manière originale et ludique. Quant aux contes, ils servaient à initier aux bonnes mœurs, au respect d'autrui et à mettre en garde contre les travers de l'homme. Ye warwe muno wa we you wera me forora ki to mu de esredu te ya penga na moto womo hamon pan wa tare no wa de. Si l'éducation des jeunes enfants passe avant tout par l'explication et la persuasion, la dissuasion fait également partie de l'arsenal éducatif. Cette calebasse, à l'origine ustensile de cuisine, a été transformée pour l'heure en tambour à friction. La femme cherche ainsi à imiter le rugissement du lion. Tandis qu'elle joue à l'abri du regard de l'enfant, qu'elle veut dissuader de pleurer, une autre femme, qui tient compagnie au bambin dans la case voisine, lui dit que s'il n'est pas sage, le lion va venir le manger. La culture Gan, c'est aussi la culture du pardon. Dans le milieu Gan, vous pouvez blesser quelqu'un, mais quand vous vous rendez compte que vous l'avez blessé, vous devez réparer. Réparer, ce n'est pas payer une amende, c'est de reconnaître son tort et d'aller vers la personne que vous avez blessée. Mais vous ne pouvez pas y aller de vous-même. Il faut un intermédiaire. Le plus souvent, cet intermédiaire est une personne sage. Ou alors c'est une personne qui est en amitié avec celui que vous avez blessé. Et vous allez trouver
cette personne d'aller intercéder auprès de celui que vous avez blessé. Oui. Et ça, c'est la forme de demande de pardon. Et le plus souvent, la personne ne peut pas refuser la demande de pardon. Ne peut pas. Parce que l'intermédiaire que vous avez envoyé, c'est une personne qui est considérée par celui que vous avez blessé. On ne va pas prendre n'importe qui pour intercéder. Voyez. Et dans la culture Ga, nous avons un moment de pardon public. C'est le moment où même celui qui a été blessé, celui qui a été, je ne sais pas, importuné, même s'il n'est pas là, on demande pardon à son esprit, à son âme. Et c'est lors des grandes funérailles, les dernières funérailles. Vous voyez? C'est lors des grandes funérailles qu'il y a le grand pardon. On demande pardon aux esprits. Vous voyez? On demande pardon aussi aux vivants. Et c'est lors de ces funérailles-là, de ces manifestations, que les gens qui sont opposés se pardonnent. Les grandes funérailles durent une semaine au cours de laquelle sont effectués des sacrifices de volailles et de bœufs. Elles ont lieu après l'engrangement de toutes les récoltes. À cette occasion, on sort le koto, un ensemble de 3 tambours dont le plus grand est sacré. Les chants polyphoniques, la musique, la danse, les libations de bière de mil ou encore la consommation des animaux sacrifiés contribuent à rapprocher les individus et à apaiser les esprits, parfois surchauffés par les conflits. Afin de pérenniser les bonnes relations instaurées par ce grand pardon, la famille règle les dettes contractées par le défunt, condition indispensable pour que celui-ci puisse gagner le pays des ancêtres. Le pardon, ce n'est pas d'aller effacer une faute seulement. Celui qui a blessé peut se sentir des remords. Et quand cette personne n'a pas la possibilité de pardonner, cela peut créer un certain malaise. Cela peut créer même une maladie, provoquer une maladie. C'est ce que vous appelez les maladies psychologiques. Et quand vous allez voir nos guérisseurs traditionnels, pour n'importe quelle maladie d'ailleurs, cherchent à savoir si vous êtes en bon rapport avec les membres de votre famille. Avant de se rendre chez le guérisseur traditionnel, au dispensaire, ou avant de prendre une décision importante, il convient de consulter le devin. La divination la plus prisée est celle que l'on nomme divination muette. Les esprits, éveillés à l'aide d'une clochette en fer, répondent aux questions fermées du devin en guidant sa main.
Selon le geste, le devin interprète la réponse comme affirmative, négative, découvre la nature des problèmes et leurs solutions. Notre milieu veut que une maladie est toujours provoquée par quelque chose. Chez vous, c'est un microbe, c'est un virus. Nous ne connaissons pas ces virus, ces microbes, mais on connaît la maladie. On sait que la personne est malade. Mais la personne est malade, cette maladie a été provoquée. Elle a été provoquée par le comportement du malade lui-même ou par le comportement de son vis-à-vis ou de son milieu. Et on cherche à savoir là, qu'est-ce qui a provoqué ce mal. Contrairement à la divination muette, cette pratique invite les esprits à se manifester de manière sonore. Les devins appellent les entités spirituelles à l'aide de hochets en calebasse. Selon la croyance, les chants interprétés en prémisse sont directement inspirés par l'au-delà. Les oracles, rendus sous forme de métaphores, éclairent les consultants sur les causes de leurs problèmes, de leurs maladies, libre ensuite à chacun de les interpréter et d'agir en conséquence. L'arrivée d'un oracle est caractérisée par l'altération de la voix du devin. Ici, celle de l'homme, qui vient d'être possédé par l'esprit, mute en voix de tête. La culture Gan croit au surnaturel. Et c'est le surnaturel d'ailleurs qui régit la culture Gan, parce que tout est basé sur des croyances d'esprit, de spiritualité. Donc c'est en fonction de sa croyance qu'il s'est organisé. La recherche de l'harmonie sociale dépasse bien entendu le strict cadre communautaire. Ainsi, en 1850, le roi Sabdingara rapporta de Côte d'Ivoire un esprit nommé Massé, pour protéger la population contre les agressions de leurs ennemis de l'époque, les lobbies. Bien que le pays soit aujourd'hui pacifié, cet esprit est toujours adoré pour ses vertus protectrices. Avant de lui adresser les prières, on l'éveille à l'aide d'un tambour à tension variable. En échange de sa protection, on lui offre sang et plumes, farine et bière de mil. Un autre esprit puissant protecteur a pour nom Bricono. Il est éveillé par la frappe d'une large calebasse, le tambour de l'esprit. Lors d'une grande cérémonie célébrée en janvier, on convie cette entité spirituelle à protéger le village tout au long de la nouvelle année. À cette occasion, des hommes ou des femmes sont parfois possédés et prononcent des oracles.
Gand croit au surnaturel, la maladie ou le malheur ne sont pas toujours liés à une cause extérieure. La responsabilité de chacun peut être engagée. Aujourd'hui, on dit le sida, le sida. Il y a des comportements. Il y a des comportements. On vous dit de ne pas faire ceci ou cela, sinon vous l'attrapez. Vous allez vous faites, vous l'attrapez. C'est votre comportement. Vous voyez? Ce n'est pas le sida lui-même qui est venu à vous, c'est vous qui êtes en train de provoquer le sida. Baba we saya kene baba. Ina we saya te moto. Ningwalo saya te moto. Nibeni saya te moto. Languru saya we moto. Badema saya tu mopa. Kolomelu me kase. Kolomelu me nyaki. Un des personnages clés de l'éveil des consciences face aux problèmes nouveaux auxquels est confrontée la société Gand se nomme Hakuna Farma. Harpiste, auteur et compositeur adulé, figure emblématique de la musique en pays de Gand, il contribue à faire vivre la culture par son apport incessant de nouveautés, puisant son inspiration dans le quotidien. Situé en amont des discordes et des souffrances, avec un discours direct ou par d'habiles métaphores, il fait l'éloge de la droiture, met les jeunes en garde contre les méfaits du sida, de la prostitution, contre cet argent facile que beaucoup espèrent gagner en s'expatriant. Hakuna Farma est un témoignage vivant de la manière dont se propage la création individuelle dans une société traditionnelle. Sitôt sorti de la gangue de la création, ses chansons sont reprises par les femmes lors des travaux domestiques et des dernières funérailles. Ainsi, chacun devient-il à son tour relais d'éducation et d'information pour que se maintienne l'harmonie. Si la quête de l'harmonie sociale semble être prépondérante, le rapport à l'environnement est lui aussi considéré avec une certaine religiosité. Le Gand donc respecte son environnement. L'environnement, pour lui, ce n'est pas seulement les plantes, ce n'est pas les êtres vivants, mais c'est aussi des êtres invisibles. Et il y a des endroits, le Gand pense que ces endroits-là sont le plus souvent habités par des êtres invisibles. De ce fait, on n'y va pas n'importe comment, on ne va pas n'importe quand. Et quand même on y va, c'est avec un certain respect. Et puis, quand on y va pour, par exemple, prélever une plante, mais c'est tout un rite pour prélever la plante. Vous voyez? On ne va pas comme ça couper une branche d'un certain arbre pour en faire un médicament ou même pour un usage d'habitat. Mais il faut l'approcher avec beaucoup de respect, des fois même avec une prière. La quête de l'harmonie est donc le fruit d'un savant mélange, fait à la fois de respect des espaces naturels, sauvages et domestiques, d'attention portée aux entités spirituelles, de qualité de communication avec les villageois et les représentants de la royauté. Un équilibre qui s'obtient par la prévention et la réparation. Chaque mois de décembre, le roi célèbre le rituel du Tokpoko, au cours duquel il doit se ménager l'ensemble des forces clés de l'harmonie. Ce jour-là,
il honore les ancêtres royaux situés au siège de la royauté à Obiré et au village de Togo, distant de quelques kilomètres. De bon matin, il dépêche dans ce village une délégation chargée d'un canari de bière de mille, à la fois pour honorer les ancêtres, mais aussi pour entretenir et renforcer les relations. En tant que chef suprême du culte, le roi est responsable des cataclysmes et des calamités. Au cours des rites, les prêtres et les sacrificateurs, qui agissent en son nom, implorent la clémence des éléments et demandent aux esprits d'assurer le bon déroulement des récoltes royales. Ils cherchent notamment à désacraliser le mil en lui ôtant sa partie amère, une amertume symbolique dont la présence serait le fait de sorciers et entraînerait la mort. Au milieu de l'après-midi, les envoyés du roi de retour du village de Togo viennent le saluer et rendre compte de leur mission. Le tambour royal informe le peuple du bon accomplissement de la mission et le convie à partager la bière de mille. Ce tambour royal permettait autrefois d'annoncer le déplacement du roi, de rassembler les guerriers. S'il est aujourd'hui constitué de modestes tambours et d'une cloche, il se composait, voici quelques décennies encore, d'un couple de puissants tambours, confisqués par l'administration française, parce que soupçonnés de transmettre des messages à plusieurs kilomètres. Une source d'inquiétude pour le pouvoir colonial. La bière de mille qui coule à flot se trouve au centre de ce pacte de stabilité composé des forces spirituelles et humaines. Hommes, femmes, enfants et entités spirituelles sont unis par le partage de ce breuvage. Le porte-parole du roi, considéré comme sa première femme, bien qu'il soit un homme, effectue une offrande à l'esprit protecteur de la royauté, seule entité possédée en propre par le roi. En prémisse aux festivités nocturnes, un des musiciens de la cour prend place derrière son balafon, tandis qu'un autre tambourine des louanges au roi dans une position de soumission. Ce canari de bière de mille représente la rémunération des musiciens. Lorsqu'il boit, le balafoniste prend garde de s'éloigner de son instrument. En effet, une croyance rapporte que, si de la bière venait à tomber sur les lames, celle-ci deviendrait ivre et ne serait plus apte à jouer. Le balafon est un instrument rare en Pays de Gand. Il n'en existe que 5 exemplaires et son utilisation se restreint à quelques rituels. Pour ne parler que du balafon de la cour,
En dehors de ce rite annuel du Tokpoko, il est utilisé lors des funérailles des princes, des princesses, des membres de la famille royale ou de personnalités qui y sont attachées. Le répertoire du balafon est constitué de ces mêmes chants exprimés par le peuple lors des grandes funérailles, des travaux collectifs ou de certains jeux. En fin d'après-midi, le tambour royal clôture le rituel en interprétant 4 rythmes traditionnels. Une occasion mise à profit par les musiciens pour s'entraîner, car les occasions de le faire sont devenues rares. Ces rythmes représentent aussi une invitation adressée au peuple gan à venir danser et boire. Dès lors, tous les balafoninistes et les tambourinaires disponibles se relaieront jusqu'au petit matin. Les balafonistes royaux ne sont pas des Gans d'origine. Une légende rapporte qu'ils ont été rattachés à la cour royale sous le règne du roi Tokpan vers le début du 19e siècle. Je parlerai ici du balafon qui a été intégré au pays Gan par Topampor. Topampor, c'était un roi et son fils qui était chasseur, qui a découvert un jour les génies qui jouaient un balafon lors de sa chasse. Et il est venu faire le compte rendu à son papa et son papa lui a dit bon, il faut aller les voir s'il y avait la possibilité de les faire venir. Et quand il est parti, bon, ils ont dit bon, il faut quand même que nous nous donnions ce que nous désirons. Et il leur a dit bon, venez dire à votre papa que nous voudrions que, avant d'être là, il faut qu'il prépare la bière de mil, le taux de maïs et puis de la viande. Et le père, il a préparé la bière de mil et ils sont invités, ils sont venus, ils ont mangé, ils ont bien bu, ils sont plus répartis. Donc ça a été l'intégration de cette famille-là de Topampor, la descendance de Topampor, qui sont présentement les balafonistes du roi. Le balafon est un instrument sacré, habité par un esprit protecteur qui réside dans ses résonateurs en calebasse. Cette entité protège tant l'instrument que le musicien. En échange de cette aide, le propriétaire de l'instrument doit offrir des sacrifices à l'esprit. Compte tenu de la sacralité du balafon, son usage à des fins non rituelles est prohibé. Ainsi, pour apprendre à jouer ou répéter, on utilise de préférence un balafon sur fosse.
musique est très importante dans la culture Gan. Si jamais elle disparaissait, ben, disons que c'est la culture Gan qui disparaîtrait. Ouais. Je disais qu'il était urgent, très urgent même, de pouvoir sauvegarder encore ce qui reste. Parce que bien d'instruments de musique, bien de chansons ont disparu. Entreprendre la sauvegarde de ce qui reste, ben, peut-être cela va aider à conserver la culture, surtout pour l'avenir. Des campagnes de sensibilisation orchestrées par le roi et conduites par Kofi Pharma, pilier de la diffusion de la culture Gan avec parfois l'appui de chercheurs étrangers, amènent les villageois à prendre peu à peu conscience de la richesse de leur patrimoine, seul véritable salut face à une modernité qui leur reste matériellement inaccessible. Si la parole, le chant, la musique et la danse permettent aujourd'hui encore à la société Gan de conserver l'harmonie, l'appel des sirènes de la modernité laisse déjà entrevoir un certain mal de vivre, un mal que les villageois ne sont pas préparés à affronter. Seule une fierté culturelle retrouvée pourrait leur permettre d'aborder l'avenir avec plus de sérénité.